rapide sondage avant de me présenter et de commencer. Qui parmi vous souffre de la dette technique? Ouais. Eh bien, vous n'êtes pas au bout de vos peines. Alors, désolé. Non, bah, tant mieux. Enfin, pas tant mieux pour vous, mais vous êtes sûrement au bon endroit, du coup. On va un peu définir la dette technique plus tard, mais je pense qu'on pourrait rester sur cette slide pendant 20 minutes, ça marcherait aussi. Donc, moi, l'idée là, c'est de vous parler de dette technique et particulièrement de décortiquer cette notion et de vous donner des billes pour en parler à des non-tech qui ont leur part à jouer dans ce système et qui sont parfois même responsables de près ou de loin de cette dette technique. Donc comment obtenir finalement des résolutions de dette technique qui peuvent vous poser des problèmes quotidiennement en tant que dev, j'imagine pour la plupart d'entre vous. Pourquoi je me positionne pour faire ce talk? Je suis CTPO, je le dis lentement parce qu'il y a beaucoup de lettres, donc directrice technique et produit chez UBAC, qui est une entreprise qui est un éditeur de logiciels. Et grosso modo, on vend deux produits qui sont des logiciels réglementaires, et on les vend à des labos pharma. Si vous voulez en savoir plus, on en parle après, mais ce n'est pas du tout l'objet du talk. En tant que directrice technique et produit, je passe beaucoup de temps à expliquer la technique aux non-techniques. Sous ma direction, il y a des PO, des product owners, il y a des devs et il y a de l'infra. Donc autant vous dire qu'expliquer l'infra aux gars du marketing, c'est pas une mince affaire. Mais voilà, ça fait partie du job et c'est une très grosse partie même du job dans la direction technique, je pense. Du coup, ça m'est arrivé assez souvent d'évoquer des sujets de dette technique avec des gens qui ne comprenaient pas forcément la technique. Donc, ouais, l'idée, c'est vraiment d'essayer de déconstruire cette notion de dette technique, de décortiquer tous les aspects autour de cette notion. Et une fois qu'on les a justement identifiés, tous ces aspects, on peut commencer à les mettre au cœur de la stratégie de l'entreprise ou du projet dans lequel vous faites partie. La dette technique, il y a évidemment un enjeu technique, ça va de soi. Il y a une question majeure, c'est comment on maîtrise sa dette technique. Mais il y a un enjeu global à l'échelle de l'entreprise, du projet, de l'équipe. Et c'est vraiment faire comprendre la dette technique aux autres. C'est intéressant que cette notion de dette se soit introduite dans notre pratique et notre vision des choses techniques. Pour rappel, c'est un emprunt, c'est une métaphore. Quand on parle de dette, d'habitude, on pense d'abord à une dette d'argent, avec la notion de remboursement de cette dette qui est majeure. On n'arrive pas toujours à rembourser ses dettes, mais n'empêche que ça va de pair. Donc on pourrait s'attendre à ce que la dette technique aille de pair avec la notion de remboursement de cette dette technique. Comme vous avez pu le constater en levant beaucoup la main tout à l'heure, ce n'est pas forcément le cas. Et il y a aussi la notion c'est aussi une métaphore morale, on parle aussi du fait d'avoir une dette envers quelqu'un. Donc il y a une notion d'obligation morale qui est intéressante. Premier a priori que des non-techniques pourraient avoir à propos de la dette technique et qu'il est important de déconstruire, c'est le fait que la dette technique serait toujours créée de manière intentionnelle. Et parfois, pour les non-techniques, c'est sous-entendu intentionnel par les techniques. C'est toujours de leur faute. Et en fait, non, évidemment que non. La dette technique, elle se crée, elle se génère de plein de manières différentes. Une manière évidente, c'est en sautant une étape d'un process. On saute la code review et on a fait passer un truc qu'on aurait dû voir et qu'on ne voit pas. C'est aussi par manque de visibilité globale. On va vous parler d'une feature, on va absolument la développer. On vous donne un petit scope et voilà, ça part en dev. Sauf qu'en fait, le schéma de BDD auquel vous avez pensé, il marche pour ce scope-là. Mais on ne vous a pas dit la deuxième partie de la feature et le schéma de BDD, il ne marche plus du tout. Donc là, bim, dette technique. Un manque d'expérience ou de compétences. Vous avez un dev qui est junior, qui est stagiaire, vous avez quelqu'un qui maîtrise mal la techno, peu importe. Ce n'est pas intentionnel, mais ça fait entrer de la dette sur votre code base. Une deadline, évidemment.
on est très pressé, il faut absolument sortir la fonctionnalité, il faut sortir un MVP, et on le fait en mode crado. Et donc, voilà, ça part, et c'est de la dette. Et enfin, la manière la moins intentionnelle qui soit, c'est que le système évolue. Vous utilisez une librairie, et en fait, il y a une nouvelle version qui sort. L'ancienne version, elle a une faille. Bah, personne n'y peut rien, la dette s'est créée toute seule. Voilà encore une petite illustration sur laquelle on pourrait rester pour faire tout le talk. Si un jour vous avez besoin d'illustrer l'impact de la dette technique en interne, ça marche pas mal. C'est dette technique sur Google Images, bim, ça sort. Une autre idée reçue sur la dette technique, qui peut faire très peur dans une entreprise, c'est que pour rembourser sa dette technique, il faut absolument faire une énorme refacto. L'énorme refacto, ça fait très très peur au leadership, souvent dans une boîte ou même à d'autres gens. Perso, j'en ai connu une en prise de poste CTO. Ça a fait très très mal et ça a totalement traumatisé les deux fondateurs de la boîte. Donc si demain je vais les voir et que je leur dis à nouveau il va falloir tout refacto parce qu'on a de la dette, c'est sûr que ça passe pas. Et c'est rarement le cas. Ça dépend. Mais le plus important, c'est de vous dire peut-être que avant d'envisager la full refacto, essayez peut-être de trouver d'autres solutions qui seront plus digestes, plus faciles à communiquer, plus faciles à vendre en interne. Et surtout, gardez bien en tête, et ça pourrait être un autre sujet de talk, les full refacto, ça fait souvent très très mal. C'est une estimation totalement au doigt mouillé, mais je dirais qu'en général, ça met 2 fois plus de temps que ce qu'on a estimé. Donc voilà, ça peut piquer. La dette technique désignerait peut-être dans la tête de certaines personnes un seul gros problème technique. Et ça, c'est très lié, justement, c'est ce qui se passe pas mal quand on ne connaît pas la technique. On a tendance à imaginer un gloubi-boulga atroce, incompréhensible, magique. Et on se dit, OK, bah, la dette technique, c'est dans ce machin. C'est un gros problème. On voit pas, on n'identifie pas les détails, on n'identifie pas de découpage, on n'identifie du coup pas de petites solutions, de ce qu'on appellerait un quick win. Et donc, c'est super inquiétant pour les gens qui ne la comprennent pas. Plusieurs solutions. Déjà, la dette technique, au fur et à mesure qu'elle entre et qu'elle est identifiée, normalement, on l'identifie justement au sein d'un backlog de tâches techniques. Et si on la fait entrer de manière intentionnellement, normalement, il y a minimum un ticket, voire plusieurs, qui sont là, qui sont créés pour, in fine, traiter la dette qu'on a fait entrer de manière intentionnelle. Et donc, cette existence de backlog technique est censée pouvoir vous donner un support pour dire non, ce n'est pas juste un gros problème, c'est 10, 20, 30 petits problèmes qu'on peut traiter au fur et à mesure. Une autre arme, entre guillemets, par rapport à cette idée reçue, c'est le concept d'évangélisation technique. C'est ce dont je parlais au tout début, le fait que je passe le plus clair de mon temps à expliquer la technique aux non-techniques. Et j'ai mis entre parenthèses quelques formats qui peuvent être peut-être intéressants à mettre en place ou à exploiter davantage dans vos organisations. Je vais revenir au premier juste après, mais vous faites sûrement des démos, peut-être des démos qui sont très axées fonctionnalité. Parfois, c'est l'occasion de lever un peu le capot, de vulgariser et de dire, OK, bah, sur cette démo, en fait, ce qu'on a dû mettre en place techniquement, ça a l'air simple, hein, on appuie sur un bouton, il se passe un truc, c'est magique. Bah non, en fait, techniquement, il y a eu telle et telle étape, il y a telle techno, il y a une API qui fait ceci, qui fait cela. Ça montre la complexité et les enjeux techniques qu'il peut y avoir derrière quelque chose de simple. Donc ça déconstruit un peu l'aspect magique. Donc ça, c'est démo, vulgarisation, ça va un peu ensemble. Si vous avez le temps, un truc qui est assez fun à faire, c'est le fameux vie ma vie. Dire vraiment, bah, vous avez quelqu'un d'un autre service qui n'est pas technique et qui va venir passer une journée avec vous. Alors il va peut-être vous enquiquiner un petit peu, mais pendant cette journée, l'idée, c'est vraiment de montrer c'est quoi le quotidien d'un dev, c'est quoi le quotidien d'un technique, et justement, quels sont les obstacles qu'il rencontre à cause de la dette technique. Peut-être qu'il arrive sur un bout du projet qui est sur une très très vieille techno, qu'il maîtrise mal,
qui n'a jamais été mis à jour, et du coup, je sais pas, il n'y a plus de doc, et il ne s'y retrouve pas. Donc de faire montrer, de montrer ça très concrètement à des noms techniques, ça peut aider. Et enfin, la FAQ, c'est un truc qu'on a mis en place chez UBAC, qu'on a emprunté, c'est un ancien directeur commercial qui avait amené ce rituel. FAQ, c'est pour Fabrique à Champion. Et l'idée, c'est de prendre un sujet et de le présenter à l'ensemble de la boîte. Et c'est des sujets très libres. On essaye qu'ils se rapportent le plus possible au business ou à des questions organisationnelles. Mais voilà, ça peut être très, très libre. Et c'est l'occasion aussi de décortiquer des notions techniques pour un public non averti. Pour exemple, nous, on fait un SaaS qui est très simple. Il y a un peu d'algo, c'est du back-end, du front-end. Il n'y a pas d'IA, par exemple. Mais on a fait une fac sur l'IA, justement pour essayer de dédramatiser le sujet au sein de l'entreprise et le rendre abordable pour tout le monde. Une autre idée reçue à potentiellement déconstruire, c'est le fait que toutes les dettes techniques se valent et que, en gros, la dette technique, c'est grave, point barre. C'est pas tout à fait faux, c'est pas tout à fait vrai. Je lis le mot faux, donc. Pour savoir quel est le degré de sévérité de cette dette technique, on en revient à ce que je disais précédemment, il faut la maîtriser, il faut la répertorier, il faut faire un inventaire. Je ne sais pas si vous reconnaissez l'image, mais voilà, le chat Schrödinger, qu'on peut placer à toutes les prises, ça marche à chaque fois. Le chat Schrödinger, pour rappel, c'est une idée philosophique, il ne faut pas le faire avec un vrai chat, s'il vous plaît. On prend un chat, on prend une boîte, on prend du poison, on met le chat dans la boîte avec le poison, on ferme la boîte. Tant qu'on n'a pas ouvert la boîte, on ne sait pas si le chat est mort ou si le chat est en vie. Donc, tant que la boîte est fermée, le chat est vivant et mort en même temps. La dette technique, c'est un peu pareil. Tant qu'on n'a pas ouvert la boîte, on ne sait pas s'il y en a beaucoup, on ne sait pas si elle est grave, on ne sait pas si elle va mettre longtemps à être traitée, et on ne sait pas quel impact elle va avoir sur les futures évolutions du produit ou du projet sur lequel vous êtes. Vous allez me dire, c'est bien gentil, mais du coup, comment on fait pour avoir un inventaire de cette dette technique? Comment on fait pour la maîtriser? Comment on fait pour savoir ce qui se passe exactement? Ça peut paraître étrange, mais pour moi, l'outil principal, c'est les points one-on-one. C'est en parlant de mon côté avec mes devs et en évaluant en gros leur quotidien que je sais, à ce moment-là, ils galèrent sur un truc parce qu'il y a de la dette. Donc ça identifie vachement bien la problématique. La code review, ça paraît évident, mais voilà, c'est un bon moyen quand même de voir si on fait passer de la dette, est-ce qu'on accepte qu'elle passe, est-ce qu'on n'accepte pas qu'elle passe. Le backlog tech, j'en ai parlé, ça paraît évident, et aussi de la documentation, c'est-à-dire qu'on peut documenter, faire une doc où on parle de sa code base, et dedans, on dit, et sur cet aspect-là de la code base, il y a de la dette technique, et c'est ça son impact. Le point majeur de cette présentation, c'est que la dette technique n'impacte évidemment pas que les devs. Ça, c'est aussi une idée reçue qui peut être portée préjudice quand on veut justement l'adresser, cette dette technique. Les premiers à impacter, c'est le leadership, parce que la dette technique, ça fait que les devs, ils mettent plus longtemps à être faits. Ça fait des délais plus longs. Ça fait... Moi, j'ai des trucs qui pop, désolé. Ça fait des clients mécontents. Parce que le point 3, on a plus de bugs, on a moins d'évolution, on a aussi plus de failles. Il y a eu pas mal de talks sur ça, donc voilà, la dette technique et les failles, ça va de pair. Ça fait aussi des devs frustrés, pas très heureux, parfois ça fait des devs qui démissionnent. Donc tous ces strates-là, les 3 points en dessous, en gros les devs, les utilisateurs, le support, ça a un coût pour le leadership et pour l'entreprise au global, donc il ne faut vraiment pas hésiter à systématiquement rappeler que la dette technique, ça coûte cher. Ce n'est pas juste du confort pour les devs, ça coûte de l'argent. Bizarrement, on va rétropédaler, la dette technique, ce n'est pas forcément négatif non plus. Le graphe qui est affiché est faux. Si vous regardez bien, la courbe de la dette technique, quand elle est très basse, la courbe de la business value est très haute. Je challenge complètement ce truc-là. Pour moi, s'il n'y a pas du tout de dette technique, c'est un peu suspect. Ça veut peut-être dire que l'équipe technique a passé son temps à faire de la technique et à pas livrer de la valeur. Donc, c'est bien aussi d'en avoir,
Ça dépend laquelle, mais c'est bien d'en avoir. Donc, c'est aussi pas mal de rassurer les non-techniques en disant un peu de dette technique, ça fait pas de mal. Un truc qui marche pour tout, surtout dans les projets techniques, je trouve, ça sert à rien de trouver un responsable. C'est pas ça qui va résoudre votre dette technique. Pour moi, l'équipe technique, elle doit être propriétaire de sa dette, c'est-à-dire qu'elle doit la maîtriser, elle doit savoir ce que c'est. Mais c'est l'ensemble de l'entreprise qui porte la responsabilité de cette dette-là, et c'est pour ça qu'il faut leur expliquer, qu'il faut évangéliser, qu'il faut décortiquer le truc. Parce que si l'ensemble de la boîte porte la responsabilité, il y a plus de chances pour qu'elle soit remboursée au fur et à mesure. Et évidemment, le fait de trouver un coupable pour la dette technique, c'est pas ça qui va la résoudre. Et dernier point, le code n'est pas une dorée périssable. Est une dorée périssable. Bref, je vais y arriver. On pourrait se dire, OK, je fais un projet, je lance mon produit, je vais demander à un dev de coder un truc, et puis bim, quand c'est fini, ça y est, on ne touche plus à rien. Et le truc va vivre 10, 20, 30 ans. Évidemment, c'est faux, vous le savez, mais c'est bien de le rappeler, le code, ça pourrit. Ça pourrit comme cette pomme. Tout code, à terme, devient de la dette technique. Et le fait de juste créer un projet, ça coûte en général moins cher que de le maintenir. Et donc, comment on fait réellement pour traiter, écouler cette dette? Il y a 3 approches, et moi j'en garderai une, même si j'ai jamais réussi à la faire passer. Il y a la règle des 10%, c'est-à-dire on fait entrer 10% de tâches techniques dans son sprint, dans sa charge de travail, et du coup on la traite au fur et à mesure. Il y a la dernière solution qui est, à chaque fois qu'on touche à du code avec de la dette, on le répare. Mais si on ne touche jamais à un code avec de la dette, on ne répare jamais, donc il y a peut-être un truc qui ne va pas. Et la règle qui est souvent préconisée, que moi avec beaucoup de CTO j'ai entendu qui avait le plus de succès, enfin qui avait le plus d'efficacité plutôt, c'est la règle des 30%, c'est-à-dire il faut faire entrer 30% de dette technique, de tâches de dette technique dans votre quotidien de dev pour arriver à la traiter. Et si un jour vous y arrivez à obtenir ces fameux 30%, envoyez-moi un message et faites un talk pour nous expliquer comment vous avez réussi, parce que je serais curieuse de savoir. C'est tout pour moi.